République démocratique du Congo se trouve aujourd'hui à la croisée du chemin entre la volonté d'aller dans le sens du développement et celle de patauger sur place. Pas mal de Congolais veulent apporter leur contribution dans les différents domaines de la vie. Voilà qui nous a permis aujourd'hui d'aborder les sujets sur l'éducation. Un sujet souvent réduit au second plan, pourtant très important pour le développement de tout un pays, des nations plutôt, voulais-je dire. Voilà, c'est les sujets que nous allons aborder dans cette émission, l'éducation. Tout le plaisir est pour nous de recevoir dans cette émission Éducation pour tous, les révérends Enoch Mitogo Opira. Il est pasteur, certes serviteur de Dieu, mais aujourd'hui nous le prenons sur ce plateau comme étant expert en éducation. Ensemble avec lui, nous allons évaluer les secteurs de l'éducation en République démocratique du Congo et surtout avec l'avènement de la gratuité de l'enseignement. Révérend Mitogo Enoch, bonjour. Bonjour mon frère. Très heureux de vous avoir dans cette émission. Oh, merci beaucoup, c'est un plaisir et un honneur aussi d'être avec vous cet après-midi pour discuter de ces grands sujets. Merci beaucoup. Révérend, vous êtes serviteur de Dieu, mais vous vous intéressez aussi beaucoup à l'éducation. C'est quoi la motivation? Bon, c'est ma deuxième vocation. Votre deuxième vocation? C'est ma vocation. Okay. Je ne dirais pas ma deuxième vocation parce que le ministère pastoral dans son ensemble, nous avons reçu la mission divine de former le peuple de Dieu, comme Jésus le dit à Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Il dit que non, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mes disciples, oui. Et la Bible dit, enseignez-leur. Ok. Tu vois, c'est là où l'éducation vient. Et l'éducation même dans plusieurs cieux, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, et beaucoup plus ici en Afrique. En Afrique, oui. Ce sont les églises qui ont commencé le secteur de l'éducation. Nous ne pouvons pas le léguer au gouvernement comme étant un secteur que le gouvernement qui a commencé. Dans l'histoire de l'éducation aux États-Unis, ce sont les églises qui ont commencé les écoles. Nous, on appelait ça les écoles de l'église et après, ce sont devenus des écoles de l'État. Okay. Et c'est comme ça que ça a évolué. Même ici, c'est pourquoi vous allez voir que la majorité des écoles que nous avons en RDC, que ce soit catholiques, protestantes, et kimbanguistes. Gloire à Dieu que nos amis des églises disent des réveils. Des réveils et ils commencent à emboîter le pas. Oui. Ils commencent à créer aussi des églises, des écoles plutôt. Et nous avons aussi nos frères et sœurs qui ont la bonne volonté d'éduquer le peuple congolais, dont je salue, qui est des amis des écoles privées. C'est un secteur, ce sont des amis qu'on ne peut pas négliger. Ils se sont tentés d'amener quelque chose de bon. Okay. Mais la majorité des écoles, je dirais, si vous suivez le statistique, 51% des écoles en RDC, ce sont les écoles protestantes qui sont reliées à la coordination des écoles protestantes. Okay. Donc l'ECC. Et 47% des écoles, ce sont les écoles catholiques. Okay. Donc, ce qui veut dire... Le reste des pourcentages, donc, ce qui veut dire 98% je dirais 90% des écoles, ce sont des écoles catholiques et protestantes. Et le reste, c'est pour l'État et les autres privés. Et le reste. Voilà. Vous venez là de faire, vous venez là de peindre un beau tableau de l'éducation en République démocratique du Congo, constitué en grande majorité par les églises. Depuis le temps, depuis qu'il y a l'école en République démocratique du Congo jusqu'à ce jour, quel est le constat, quel est le bilan que vous faites de l'éducation en RDC? Mais c'est regrettable. C'est regrettable. Je salue tous mes professeurs de l'école primaire et secondaire et beaucoup plus, je salue ceux qui continuent à enseigner. J'ai mes professeurs de l'école secondaire qui continuent à enseigner jusqu'à ce jour. Ils sont fiers quand ils vous voient. Ils sont fiers quand ils me voient parce que j'étais un jeune turbulent à l'école secondaire et maintenant je peux parler avec eux comme un ami. Vous voyez un peu? Mais ce qui veut dire, quand les gens me voient, ils croient que je suis jeune. Je ne suis pas jeune. Mon diplôme d'État totalise aujourd'hui, je dirais, 38 ans. Okay. Ça fait 38 ans que je suis diplômé d'État. Vous avez eu la chance d'avoir une très bonne éducation à l'école, avec des professeurs qui méritaient d'enseigner, avec des élèves capables de défendre les écoles. Oui,
Nous avons fait ça. Je ne peux pas négliger, mais je ne peux pas dire quoi que ce soit, mais nous avons eu la chance. Si vous suivez l'évolution de l'enseignement en RDC, nous sommes presque la dernière promotion, vers la dernière promotion dont il y avait un inspecteur général, un Européen. Ok. Vers les années 83-84, c'est alors que le Congolais a pris le devant. Et le maréchal Mobutu, dont je salue la mémoire, est un homme d'État dynamique. Il a surveillé l'éducation. Les gens croyaient qu'il était négligé, il n'avait jamais négligé l'éducation. Il croyait à ça, il faisait la fierté de la République. C'est ce que je dirais. Voilà, très chers téléspectateurs, vous venez de suivre ça, c'était juste une introduction, une sorte de parcours de notre invité. Vous vous êtes intéressé dans l'éducation et aujourd'hui vous travaillez sur l'éducation progressive et contextuelle. Ça c'est vrai. Voilà. C'est là que je suis en train d'écrire ma thèse de doctorat. Ok, expliquez votre concept. Comment vous voyez une éducation progressive et contextuelle? Ça veut dire quoi? Éclairez un peu tous ceux-là qui nous suivent. L'éducation progressive et contextuelle, c'est un système éducationnel qui répond aux besoins de la société pour amener la société là où la société doit être. Ok, là où la société doit être. La société doit être où? Ce sont des questions que beaucoup de téléspectateurs vont se poser certainement. Ah, ça c'est beau. Et c'est que nous sommes là, tout le monde espère dans une vie meilleure. Et l'excellence. Oui. Et c'est quelque chose que nous sommes appelés à poursuivre. L'excellence, ce n'est pas un don qui vient du ciel. Mais l'excellence, c'est le fruit du dur labeur. Un éducateur, c'est celui qui prépare le citoyen du pays pour faire ce travail-là. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Si nous ne faisons pas ce travail-là, automatiquement, excusez-moi le mot, le mercenaire vont prendre le dessus et vont diriger là où ils ne doivent pas diriger. Ok. Restons toujours dans les contextes. Cette fois-ci, prenons le cas de la République démocratique du Congo. La République, c'est votre concept. Est-ce qu'il est bon pour la République démocratique du Congo? Ça répond à tout le pays. À tous les pays. Parce que voilà. Chaque pays a ses besoins et dans son contexte. La République démocratique du Congo, avec tous les mots qui les rongent, si on doit aller de l'éducation progressive et contextuelle, on va commencer par où, révérend? Pour moi, je dirais commençons par l'école maternelle. Par l'école maternelle. Commençons par l'école maternelle. À l'école maternelle, qu'est-ce que madame ou bien maîtresse va dire aux enfants? Je suis l'émission Le Panier. Le Panier. L'émission Le Panier, dont je salue les présentateurs. Et ils font un excellent travail, on ne peut pas négliger. Ils ont le micro baladeur. Oui. Ils vont dans la rue, ils posent des questions aux jeunes étudiants en leur posant différentes questions. Et ce qu'on voit, tantôt, nous ne savons ni parler, nous n'avons pas assez de connaissances pour répondre au contexte. Et nous répondons à des questions. Donc, tantôt, ce sont des questions pièges et la personne n'a pas l'intelligence de décequer ou de comprendre que ça, c'est un piège. Tu vois ça? Et ça veut dire quoi? D'où nous avons le problème que nos enfants comprennent comment vivre et comment répondre à des questions. D'où nous devons le préparer. Nous devons préparer ce monsieur, cette madame. Cet élève qui vient, un petit garçon dans une école, nous devons commencer à le préparer. Mais il y a un grand problème aussi en RDC. Oui. Parce que nous avons déjà un grand nombre de jeunes qui ont déjà terminé les humanités et l'enseignement supérieur, mais qui sont dans la rue. Oui. Et maintenant, ce que nous voulons dire, qu'est-ce que nous devons faire pour tous ces citoyens? Ça, ils ont déjà fini les études. Ils ont déjà fini les études. Maintenant, vous venez avec votre concept éducation progressive et contextuelle. Vis-à-vis de ces gens-là, comment est-ce que vous allez mener votre démarche? Non, ce n'est pas... C'est un système d'éducation. L'éducation ne se limite pas seulement à l'université. Même au-delà de l'université. Ça, c'est une aberration. Oui. C'est une aberration. Pour les gens croient que... Moi, j'ai étudié. J'ai étudié ici à Kinshasa. J'ai étudié à l'école de la gare. Okay, oui, et, à l'école de la gare. J'étais à l'école de la gare 2. J'ai terminé mes écoles secondaires là-bas.
Et j'ai fait l'école maternelle. On appelait ça foyer. Dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Kassavubu, Louvois, là où il y a l'Angobila, à Gentilly-Ngobila a mis ce marché, le marché de l'extension. Juste à côté, il y avait le foyer. C'est là que j'ai fait mon école maternelle. Et je suis allé à l'école de la gare. J'ai terminé mes 6 ans d'école primaire. Je suis allé à Itaga, à l'Institut d'Itaga, à l'Institut du Plateau. Oui. C'est là que j'ai fait mes écoles. Et je suis allé à Boma pour faire mes études universitaires. J'ai fait mes études universitaires à Boma. Je suis rentré à l'IPC pour faire mes études supérieures universitaires. Et je suis allé aux États-Unis, j'ai étudié. J'ai fait la théologie, j'ai fait une maîtrise en théologie. Et je suis allé à l'université encore aux États-Unis pour faire 2 autres maîtrises en éducation. Et puis maintenant, je continue. À mon âge, je continue à étudier. Si vous me posez la question, quand est-ce que je terminerai mes études? Le jour que je serai dans le cercueil. Voilà, les pasteurs. Le révérend est très clair plutôt. Il va arrêter avec les études le jour où il sera dans les cercueils. Éducation progressive et contextuelle. Allons-y mollo mollo. Nous allons disséquer chaque concept progressif. Qui dit progressif, on voit les progrès, on voit les développements. Regardez la République démocratique du Congo aujourd'hui, avec l'éducation que nous avons aujourd'hui. Vous venez avec ces concepts progressifs. Donc vous avez constaté que l'éducation en RDC n'avance pas. Ça n'avance pas. Ça fait quoi? Ça recule, ça patauge, ça tourne en rond. Mais je vois dans l'école primaire et secondaire le même livre que j'ai étudié avec. Il y a 38 ans. Non, plus de 38 ans. Plus de 38 ans. Plus de 38 ans. Les mêmes livres. Le même livre. C'est Monde merveilleux. C'est Monde merveilleux. Ça existe. Le livre de la technologie qui est là, c'est le même livre que nous avons étudié. Qu'est-ce qu'il y a du progrès? Si vous allez à l'UNESCO, l'UNESCO a un programme éducationnel pour tout le monde, pour toutes les nations. Je ne suis pas là pour inventer un programme. Je n'invente rien. Mais c'est que je suis juste un son de cloche. J'aimerais que les gens puissent voir qu'en réalité, il y a déjà des études qui existent pour que nous puissions améliorer le système éducationnel. L'UNESCO a élaboré le plan national, le plan de l'intégration de la technologie, et c'est que nous devons enseigner à chaque niveau. À chaque niveau. Donc c'est ce qui se passe. Donc ce que nous devons faire, nous devons appliquer les certains concepts qui existent et les contextualiser par rapport à nos besoins. Les contextualiser par rapport aux besoins. Donc bref, si aujourd'hui, plus de 38 ans après, les mêmes livres que vous avez utilisés à l'école, c'est les mêmes que, je peux dire même vos petits-enfants utilisent aujourd'hui. La République démocratique du Congo, sur le plan éducationnel, n'a pas avancé. Elle a beaucoup reculé. Mais ce sont les mêmes professeurs qui ont enseigné plus de 40 ans, qui sont en université. Ce sont les mêmes enseignants qui m'ont enseigné, qui continuent à être là. Soit disant qu'il n'y a pas l'argent pour le remercier pour qu'ils aillent à la retraite. Ça fait mal au cœur. Ce grand monsieur que nous avons, auprès de qui nous avons appris le français, comme disent mon épouse. Hein? Révérend, les progrès. Les progrès, ce n'est pas que sur le plan éducationnel. Il y a aussi les écoles en question. Aujourd'hui, dans quelles conditions les enfants étudient? Je ne sais pas comment est-ce que vous, maintenant, dans votre concept progressif plutôt, où est-ce que vous classez l'éducation? Est-ce que vous parlez de l'éducation comme matière grise, ou bien quand vous parlez de l'éducation, vous tenez compte des écoles, des enseignants, des livres et ainsi de suite? C'est tout. Tout. Je parle du système éducationnel. Du système éducationnel. Je vais baser parce que le système éducationnel, dans l'éducation, nous avons le niveau preschool, donc soit avant l'école. C'est que nous appelons l'école maternelle. Les prématernelles. Ici. Ouais. Donc ça, c'est l'école maternelle. Nous avons l'éducation élémentaire. C'est ce que nous appelons l'école primaire. Okay. Nous avons l'éducation secondaire. OK? Et ça devient secondaire. Et nous avons l'éducation universitaire. Et donc, ça, c'est le niveau. Ça, c'est le 4 niveaux de l'éducation que nous pouvons parler. Okay. Et nous voulons parler d'un système intégré et progressif de l'éducation. La RDC se trouve dans le croisé de chemin pour son développement. Et l'éducation doit prendre sa place pour aider la nation à se développer.
Prenons le concept progressif. Si nous voulons parler dans ces domaines, premièrement, j'aimerais que l'UPEN rentre l'UPEN, que ça ne soit pas l'université pédagogique nationale avec d'autres facultés dont la majorité des étudiants qui sont formés pour devenir juristes ou autre chose. Mais dans le temps anciens, l'UPEN nous produisait des enseignants pour l'école primaire et secondaire. Mais maintenant, quand vous allez à l'UPEN, la majorité des élèves, je ne néglige pas le travail que les amis qui sont à faire de l'autre côté, mais je suis en train de déplorer que la majorité des enseignants, nous ne savons pas d'où ils viennent. Quand nous allons dans tout le réseau, que ce soit dans le réseau protestant, dans le réseau catholique, dans tous ces réseaux, vous allez voir quelqu'un qui a fait le droit et devenir enseignant. Quelqu'un qui a fait l'économie et devenir enseignant. Quelqu'un qui a fait la section commerciale et lui essaie autre qui ne trouve pas le travail ailleurs, il dit que comme je n'ai pas le travail ailleurs, j'ai mon oncle, j'ai mon cousin. Je m'improvise professeur. Et je m'improvise professeur. Vous voyez, un élève qui a terminé ses études secondaires n'arrive pas à trouver le travail ailleurs, il dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller enseigner à l'école maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire tantôt. Ça, ce sont des aberrations. Ce sont des aberrations. Nous ne négligeons pas l'effort que ces amis sont en train de faire, le sacrifice qu'ils sont en train d'entreprendre ou de donner à la nation. Nous ne négligeons pas ça. Mais nous voulons que le secteur éducationnel soit valorisé. Que le secteur de l'éducation soit valorisé. Ça, c'est mes cris d'alarme. Oui, l'éducation, c'est quand même un secteur vaste, quand bien même il est négligé. C'est un secteur vaste. Aujourd'hui, vous amenez ces deux concepts qui demandent beaucoup de moyens. Vous vivez aux États-Unis. Inutile de vous demander la comparaison entre les écoles des États-Unis et les écoles d'ici. Mais parce que vous êtes dans cette logique progressive, quand vous voyez les écoles, vous avez étudié à l'école de la gare, vous avez étudié sur Louva, vous venez de le dire, il y a plusieurs écoles à travers la ville de Kinshasa. Les progrès devraient commencer par là. Et si on doit parler d'abord de ces écoles, où est-ce qu'on doit commencer ces progrès? Mais l'infrastructure, c'est un autre concept. Ok. Dans l'école, nous avons l'élève qui est au centre de l'école. Oui. Et nous avons l'enseignant qui accompagne l'élève. Et maintenant, comme nous avons l'élève, nous nous posons la question, nous avons combien d'élèves? Où est-ce que nous devons le mettre? Et comment ils doivent être enseignés? C'est ce que nous posons la question, qu'est-ce que nous allons les enseigner? Ça devient le problème de curriculum ou le programme scolaire. Tout ça, ce sont des domaines bien différents. L'école, la salle de classe n'est pas une chambrette. Ok. La salle de classe doit répondre à ces normes. Dans la gestion scolaire, malheureusement, je n'ai pas amené tous mes livres avec moi. Dans la gestion scolaire, il y a des dimensions requises pour une salle de classe. Et si vous suivez bien le critère que le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et universitaire peuvent donner, ils doivent en avoir, il y a des niveaux, sur le plan infrastructure, il y a des choses qui doivent être dans une salle de classe. Il y a des concepts. Vous voyez? Et je vois des écoles. Nous ne négligeons pas l'œuvre des autres qui sont en train de faire parce que nous ne sommes pas encore en mesure de le faire. Mais c'est que nous voulons que ça puisse être bien fait, que le message soit bien passé. Ok? Je n'aimerais pas que les gens puissent me dire n'importe quoi après. Mais j'aimerais dire, il y a des normes. Si vous voulez créer une école, ce n'est pas que j'étais en train de bâtir ma maison, je n'ai pas assez de moyens, laissez-moi transformer ma maison à une école. Non. Mais il y a des normes. Il y a une dimension bien précise. Combien d'élèves doivent se retrouver dans cet environnement? Et quelles sont les choses qu'on doit mettre à l'intérieur? C'est ce que nous sommes appelés à faire, comme une nation qui se respecte. C'est ce que nous sommes en train de dire. Ça, c'est sur le plan infrastructure. Et sur le plan curriculum. Et dans l'éducation progressive, et même dans l'éducation, nous disons une chose qui est vraie. Qu'il n'y a pas une éducation neutre. L'éducation a une philosophie. Si les amis qui dirigent le ministère et les amis qui sont
dans le secteur de l'enseignement supérieur, s'ils doivent être conscients, il n'y a pas une éducation neutre. Nous ne sommes pas appelés à aller faire des copies-coller. Je n'encourage pas. Mais nous sommes appelés à contextualiser l'éducation par rapport à notre environnement. Prenons les cas sur la formation des enseignants. Oui. Nous nous retrouvons dans une république et chaque année, la république produit au moins 30 000 diplômes, plus de 30, plus de licenciés, des gradués. Ouais. Nous lançons. Mais tout ce monde-là, certains parmi eux vont se retrouver dans le secteur de l'éducation. Comment faire qu'est-ce que nous pouvons faire? Prendre ces licenciés et les faire professeurs. D'où, est-ce que nous avons encore le temps de prendre ceux qui ont terminé l'école secondaire en 2e, en 8e, en 9e et qui peuvent enseigner à l'école primaire? Nous disons non. Nous avons beaucoup de licenciés, beaucoup de gradués qui sont dans la rue. Mais transformons ces jeunes-là. Le recycler. Le recycler comme enseignant. Ok. Comme enseignant. Mais à ce moment-là, il faut mettre le moyen parce qu'aujourd'hui, le secteur de l'éducation n'est pas trop sollicité. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'allez pas demander à un jeune qui vient de terminer les études d'aujourd'hui de lui demander d'enseigner. Quand on voit les professeurs, vous-même, vous venez de dire ici que les enseignants qui vous ont enseigné à l'école secondaire jusqu'à ce jour continuent à enseigner. Malheureusement, on ne sait pas les accompagner dans leur retraite. Comment voulez-vous est-ce que ce n'est pas pour cela que je dis que l'éducation, ça demande beaucoup de moyens. Comment voulez-vous appeler ces jeunes-là à embrasser cette carrière qui est de plus en plus négligée? Il y a l'un de mes professeurs qui était aussi évêque de l'église de Christ au Congo, le révérend docteur Songo. Il nous disait que être pasteur, être enseignant, ce n'est pas un travail, c'est une vocation. C'est une vocation. Et comme je suis là, et je représente tous mes enseignants. Je représente une dame qui a été professeure, elle continue à enseigner jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'elle va me suivre à travers votre émission, Maman Lelo. Okay. Elle continue à enseigner. Elle était jeune dame. Ils seront fiers. J'ai encore un autre député qui était mon enseignant. Il est député. Il est député maintenant. Il y a Mboyo, Papi Mboyo. Il continue à enseigner. Vous voyez? Donc, et tout ce monde-là, vous voyez, je le représente maintenant. Être enseignant, c'est investir. Dans l'humain. Investir dans l'éternité. Nous allons évoluer, le sujet est tellement vaste. Vous venez aujourd'hui avec votre concept, l'éducation progressive et contextuelle, mais dans un RDC, qu'est-ce que je dis, dans une RDC qui a déjà fait son pas, les grands pas d'ailleurs, dans la gratuité. Comment voulez-vous parler de l'éducation progressive et contextuelle dans un contexte de la gratuité de l'éducation, de l'enseignement? Mais même dans la gratuité, c'est ce qu'on doit... Parce que l'éducation progressive et contextuelle, c'est un système éducationnel. Oui. Comme je disais, l'éducation n'est pas neutre. Donc, si vous voulez enseigner les enfants, qu'est-ce que vous voulez les enseigner? Et comment vous voulez l'enseigner? Où est-ce que vous voulez les amener? Qu'est-ce que vous voulez faire de ces enfants? Est-ce que nous enseignons seulement pour remettre le diplôme ou nous enseignons pour préparer un citoyen qui sera capable de répondre aux besoins de notre société? Voilà. C'est ce que j'ai dit, que l'éducation n'est pas neutre. Okay. C'est quand nous élaborons notre programme, les amis qui sont dans le ministère et qui élaborent le programme éducationnel, ils doivent être conscients que l'éducation n'est pas neutre. Ils doivent préparer le curriculum en visant d'autres choses. En 2015, j'ai reçu durant le gouvernement Matata II, j'ai eu la chance de parler avec le ministre qui était chargé, quand on avait divisé le ministère de l'EPSP en deux. On a mis le ministère de technique et professionnel à part. J'ai reçu le ministre chez le vice-président actuel du Parlement et dans son organisation, à Congo Voice. Et nous étions avec lui, le révérend Sangoma, et on était avec le ministre. J'ai parlé avec le ministre. Je lui ai dit, cher ministre, vous avez l'opportunité de changer l'histoire de la RDC.
Parce que l'éducation maintenant, d'une manière contextuelle, nous devons mettre l'école et l'industrie côte à côte. Ils évoluent ensemble. Ils évoluent ensemble. Vous voyez un peu? Hier, j'étais en passant au plateau de Bateke. Je vis une école de ma communauté et j'ai parlé au préfet. J'ai dit au préfet, toi tu as fait l'agriculture, tu travailles là, la majorité des activités qui sont là, c'est l'agriculture. Les élèves que tu es en train de former, tu dois les former, pas seulement dans l'agriculture. Et il y a beaucoup de constructions qui poussent l'agriculture comme enseignement de base. L'agriculture, sur le plan pratique et théorique. Et évolution. Comment évoluer? Ça sera le devoir plutôt de cette école qui est juste à côté. Et comme il y a des constructions, la majorité des gens continuent à construire dans ces coins. Parce que la cité de ma campagne, ce n'est plus à ma campagne là où nous disons. La cité de ma campagne, c'est vers Kingakati maintenant. Ok. Hein? Elle s'est transportée. Elle s'est transportée parce que ma campagne, ce n'est plus la campagne. La campagne, c'est campagne des années 80. Non, c'est vers les années 70. Ok. Aujourd'hui, il y a c'est la cité appelée ma campagne. Okay. Mais ma campagne, c'est maintenant vers là où son excellence Joseph Kabila. Donc c'est là où ça est. Ok. À Kingakati. Ok. Alors, vous avez compris. Vous qui enviez ma campagne, attention, ma campagne, ce n'est plus ma campagne que vous connaissez. Ma campagne, c'est de l'autre côté, vers Kingakati. Voilà, révérend. Plusieurs fois, vous avez ouvert la brèche sur la grandeur de l'éducation. Aujourd'hui, nous avons le ministère de l'EPST, nous avons le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, le ministère de l'enseignement professionnel, mais dans notre et la recherche scientifique, dans notre briefing, je ne vais pas les cacher ici, vous avez dit que dans d'autres pays, tous ces différents ministères n'existait pas. Devrait se retrouver dans un seul ministère, mais avec plusieurs secrétaires généraux. Expliquez ça. Ça va fonctionner comment? L'éducation en soi, c'est l'éducation. Ça reste l'éducation. Ça reste l'éducation. Qu'elle soit professionnelle. Que ça soit professionnel, primaire, secondaire, universitaire, c'est l'éducation. Ok. Et tout ce monde-là doit se retrouver ensemble. Ensemble. Yeah. Pour réfléchir. Pour réfléchir éducation. Et si un premier ministre quelconque ou le président de la République préfère avoir ces cinq aspects comme ministère, mais de l'autre côté, tous ces 5 ministères doivent se retrouver dans ce que j'appelle moi le Conseil national de l'éducation. Le Conseil national de l'éducation. Les ministères tombent. Le ministère, le ministère, si nous voulons avoir le nombre de ministères que nous voulons, nous pouvons le faire. Mais nous pouvons le regrouper tous dans un seul ministère que nous appelons le ministère de l'éducation. Okay. Et donc qui fonctionne avec différents secrétaires généraux. Ok. Ou soit, nous avons tous ces 5 ministères, mais tous ces 5 ministères travaillent sous l'apanage ou sous conseil de Conseil national de l'éducation. Parce que nous ne pouvons pas disséquer l'éducation. Nous ne pouvons pas diviser l'éducation pour dire que nous ne faisons que la recherche scientifique. Non. Parce que la recherche fait partie de l'université. La recherche est collée à l'enseignement universitaire et l'enseignement secondaire. Parce que l'élève qui est en enseignement secondaire, qui se met à la recherche, et cet élève est capable de nous apporter les innovations que nous en avons besoin. Donc nous ne pouvons pas séparer les ministères et sans pour autant le réattacher à un certain moment. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Si je dois parler au président de la République et à ses conseillers qui est chargé de l'éducation et consort, je leur dirais élaborer un plan pour le Conseil national de l'éducation en regroupant tous ces ministères dans une même plateforme. Voilà, donc ça serait certainement une innovation. Vous êtes inspiré par le programme des États-Unis? Non, par le souci de la RDC. Ça vient de vous? Ça par le souci de la RDC. Oui, les soucis de la République démocratique. Par le souci. Nous vivons en Occident. Nous pouvons apporter notre pierre de contribution. Si la République en a besoin de nous, nous apporterons.
si la République n'a pas besoin de nous, nous continuons à vivre de l'autre côté. Je ne suis pas inspiré par le programme des États-Unis parce que le programme des États-Unis est différent. J'ai un ami qui est vraiment expert plus que moi. Il était ici quelques jours passés. Il était avec Christian et il a parlé sur l'éducation des États-Unis en comparant. Le système éducationnel aux États-Unis est totalement différent. Et quand même vous avez parlé de la gratuité, moi je pleure. Pourquoi vous Je pleure quand nous parlons de la gratuité, nous envoyons les gens. Gratuité, aller à l'école. Ce n'est pas un slogan, c'est un investissement. C'est comme nous avons investi pour le saute-mouton. Mais quand vous pleurez, apparemment la gratuité de l'enseignement, ça n'a pas été bien préparé, c'est fait dans la précipitation. Si nous avons 30 millions d'élèves, combien nous avons investi dans ce secteur? Si nous avons 30 millions d'élèves à l'école primaire et secondaire, et combien nous avons mis? Si nous avons mis 100 $ par élève, ça serait combien? Ça va faire des milliards. Ça fait 30 milliards. Nous avons mis 30 milliards de dollars pour l'éducation. Ou soit nous avons lancé un slogan. Je ne suis pas contre la gratuité. Mais je suis accompagné. Je suis sur des mesures. L'efficacité de la gratuité. Ok. L'efficacité de la gratuité. Tu vois? Oui. Et dans d'autres aux États-Unis, un enfant, ça dépend de la localité là où il vit et on mesure combien on doit le mettre. Au minimum, 5 000 $ par enfant. Par an. Par an. Bien pour toute une par an. Par an. 5 000 $. 5 000 $. La République démocratique du Congo n'est pas prête. Le cardinal a demandé 500. Le cardinal Ambongo, oui. que je salue, que j'apprécie très bien, le cardinal a demandé 500, le réseau catholique a demandé 500 $ par élève pour accompagner la gratuité. Pour éduquer les enfants dans leur secteur. Okay. Il demandait 500 $. Et quand on veut mettre la gratuité, ce qui veut dire qu'il faut subsidier cet argent-là. Le 500 $ que le gouvernement est-il capable de mettre 500 $ pour ça? Nous disons non. Et si pour chaque élève, si nous ne sommes pas capables, c'est alors qu'il faut mettre cet argent-là. Ce que nous voulons faire pour la gratuité. Si nous avons 30 millions d'enfants à l'école. Très chers téléspectateurs, la lumière ne fait défaut. J'aurais voulu continuer cette émission avec les révérends Mitobo Okira. Je regrette beaucoup que nous ayons commencé l'émission en retard, mais sinon, l'éducation, ça m'inspire moi aussi beaucoup. Ça m'inspire beaucoup. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que nous avons conçu cette émission Éducation pour tous. C'est pour permettre à tous ceux-là qui veulent voir l'éducation de la République démocratique du Congo aller de l'avant, apporter le développement comme le pense le révérend Mitobo Okira. Il pense qu'une éducation progressive et contextuelle va permettre à notre pays de se développer. Je regrette que la lumière nous rende ces mauvais services. Un dernier mot, mais révérend. Que l'Éternel bénisse la République démocratique du Congo. Et qu'il assiste tous les amis qui sont dans le secteur d'éducation, au niveau universitaire, au niveau primaire et secondaire, maternelle, et ceux qui travaillent dans les écoles publiques et conventionnées protestants et catholiques, que l'Éternel les assiste. Je crois qu'ils n'ont pas assez de moyens en leur disposition et ils se croupissent dans la misère, mais il y aura un jour que des hommes et des femmes qui aiment les enfants du Congo mettront tout ce que nous en avons besoin et pour que nous puissions préparer des leaders, des gens capables d'amener notre nation là où la nation doit être. Et ça, c'est mon dernier mot. Peut-être ce jour-là, c'est aujourd'hui, avec les révérends, excusez-moi, nous avons parlé d'éducation, je commence déjà à l'appeler professeur. Peut-être ce jour-là, c'est aujourd'hui, avec des concepts comme éducation progressive et contextuelle, des émissions comme éducation pour tous. Je crois que nous allons toucher les cœurs des autorités du pays. Ils vont réfléchir, ils vont consulter les révérends, ils vont créer le Conseil national de l'éducation, on va aménager les structures, les infrastructures éducationnelles, on va travailler les Congolais. Finalement, dans 30 ans, nous aurons un Congo développé,
en rapport avec son éducation. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission. Merci de l'attention que vous lui avez accordée. Restez branchés. Nous nous retrouvons prochainement, certainement si notre invité sera encore à Kinshasa dans une semaine, 2 semaines. Mais sinon, je vous dis merci, au revoir. Merci.